concernant l'Antiquité, 9e lettre. Lettre concernant l'Antiquité en deux parties, 1768 et 1769, une troisième partie est restée en projet, consiste essentiellement en une virulente polémique contre un jeune professeur de Halle, Christian Adolphe Klotz, 1738-1771. L'affaire commença par quelques attaques de Klotz et de ses amis contre le Laocoon. En fait, il s'agissait pour les Signes de démolir les prétentions d'un érudit incroyablement fécond, remuant et ambitieux qui, directeur d'une revue et entouré d'un groupe d'amis, risquait d'égarer toute une génération de philologues et d'archéologues sur les voies de la facilité académique et de la pédanterie superficielle. Les sujets discutés sont variés. Certains devaient occuper les Signes au plus tard et inspirer d'autres écrits ou projets. 4 lettres traitent de la perspective des anciens. Les Signes ne pouvaient admettre qu'on leur attribue sans raison un prétendu mérite en réalité incompatible avec leur style. Son argumentation est forte, mais les Signes passent sous silence l'un des points soulevés par Klotz, le plus embarrassant en vérité, un passage de Vitruve sur les décors de théâtre. Je ne crois pas m'accorder trop d'importance en m'estimant visé par Klotz dans un autre passage où il ne me nomme pas, car il me cite ailleurs en continuant sa polémique sur le même sujet. Il ne peut absolument pas souffrir que l'on refuse aux artistes antiques la connaissance de la perspective. Je l'avais fait dans le Laocoon, bien qu'avec une intention différente des Perrault et autres qui voulaient par là diminuer les mérites des anciens. Mais puisque Klotz m'a si rarement compris, comment pourrais-je demander qu'il me devine ici? Il se mit donc dans le même sac que les Perrault, et dans ses contributions à l'histoire du goût et de l'art, d'après les Monnets, il défendit les anciens contre moi, bien que ce ne soit vraiment pas contre moi qu'ils aient jamais besoin d'être défendus. Il a recruté depuis d'autres alliés avec qui il relance la bataille dans son livre des Camées. Mon zèle pour la gloire des anciens, dit-il, auquel je crois devoir une grande reconnaissance, ne me permet pas d'omettre ici une remarque. Et cette remarque revient à dire que grâce à un camé, entre mille, ainsi qu'à un certain traité du comte de Caylus et à un passage jusqu'ici négligé de Philostrate l'Ancien, la connaissance et l'exercice de la perspective dans l'Antiquité sont désormais soustraits à tous les doutes. J'aimerais bien que le zèle de Klotz pour la gloire des anciens fût fondé sur une bonne compréhension plutôt que sur la reconnaissance. La reconnaissance est une belle vertu, mais si elle ne s'accompagne pas de tact, elle impose souvent au bienfaiteur des choses dont il ne peut pas et dont il aurait plus de profit à se passer. À mon avis, c'est bien le cas de la gratitude de Klotz, mais laissons cela pour une autre occasion. Voyons maintenant ce que Klotz connaît de la perspective en général et pour quelles raisons il croit devoir l'attribuer aux anciens. Klotz définit la perspective en tant que propre à l'artiste, comme l'habileté de représenter les objets sur une surface, telle qu'ils se présentent à nos yeux, d'une distance déterminée. Cette définition est copiée mot à mot de la traduction allemande de Pernetti, comme le prouve l'expression maladroite surface, Oberfläche. Pour la peinture, un plan Fläche sur un plan, qu'il soit supérieur, aubaine, inférieur ou latéral. Mais copié ou non, il importe que la définition soit juste. Elle est sans doute mais aussi beaucoup trop large pour avoir la moindre utilité dans la querelle qui nous occupe. Car si la perspective n'est rien d'autre que la science de représenter des objets sur un plan, tel qu'ils se présentent à nos yeux d'une distance déterminée, alors elle n'est pas une partie du dessin, mais l'art du dessin lui-même. Car en quoi l'art du dessin diffère-t-il, qu'ajoute-t-il si peu que ce soit à la perspective selon la définition ci-dessus? Le dessin représente lui aussi les objets sur un plan, et non comme ils sont, mais comme ils apparaissent aux yeux et d'une distance déterminée. Il ne peut donc exister sans perspective, et la moindre chose représentée par le dessinateur ne peut l'être qu'en perspective. Refuser aux anciens la perspective dans son sens large serait purement absurde, puisque cela reviendrait à leur dénier toute la science du dessin où il était de si grands maîtres. Personne n'a jamais pu y songer. Quand on doute de leur science de la perspective, on prend ce mot dans le sens restreint ou l'emploi des artistes. Or, ceux-ci l'entendent comme la science de représenter plusieurs objets, et le lieu où ils se trouvent, tels qu'ils apparaissent, répartis sur plusieurs plans en profondeur, et tel qu'apparaît l'endroit lui-même. Si le point de vue est maintenu fixe, cette définition s'accorde au fond avec la précédente,
Mais la première, mathématique, ne se rapporte qu'à un objet, et la seconde à plusieurs regardés d'un même point de vue, mais placés à des distances différentes de ce point de vue commun. Plusieurs parties d'une peinture peuvent être parfaitement conformes à la perspective selon la première définition, sans que l'ensemble de la peinture le soit selon la seconde, car il lui manquerait l'unité du point de vue, ces différentes parties répondant à des points de vue différents. Klotz ne paraît rien comprendre à ce défaut. Il ne parle que de la diminution proportionnelle des figures et de l'effacement des teintes, et il s'imagine que cela suffit pour la perspective. Mais il devrait savoir qu'une peinture peut être fort bonne sous ces deux aspects, et cependant contraire aux lois de la perspective. La simple observation de cette loi de la perception, disais-je dans le Laocoon, qu'une chose apparaît plus petite de loin que de près, ne suffit nullement pour rendre une peinture conforme à la perspective. Je n'avais donc aucun besoin de nier que les artistes antiques avaient connu cette loi. La nature elle-même l'enseigne. Il me serait même incompréhensible que les tout premiers artistes ne l'aient pas découverte. Mais si l'on suit avec cette exactitude mathématique à laquelle nous ont accoutumés les plus médiocres de nos peintres, ou s'ils se sont contentés d'une mesure approximative, c'est une autre question que de simples textes ne pourront résoudre en faveur des anciens, surtout lorsque d'innombrables œuvres d'art antiques ne font rien moins que les confirmer. L'affaiblissement progressif des tons est tout aussi normal et l'expérience quotidienne qui nous enseigne qu'un objet vu de loin paraît plus petit. Nous apprend aussi que les couleurs des objets lointains s'estompent progressivement, disparaissent, se confondent et se mêlent. Les peintures antiques peuvent et doivent donc avoir reflété quelque peu ce phénomène, et celles qui en auront plus et mieux témoigné auront pour cette raison reçu plus de louanges que les autres. D'où la réponse à la question de Klotz: comment les auteurs anciens auraient-ils pu parler d'une chose qui n'existait pas et vanter dans une peinture une qualité que personne n'y voyait? Ils vantaient ce qu'ils croyaient voyer, mais leurs éloges ne prouvent pas qu'ils voyaient quelque chose que nous trouverions nous aussi dignes d'éloges. Mais en admettant que les peintures antiques étaient sur ces deux points aussi parfaites que les meilleures peintures modernes, se conformaient-elles pour autant à la perspective? Ne pouvaient-elles pas souffrir de ce défaut dont j'ai dit que Klotz ne paraît rien comprendre? Il n'aime pas que l'on se réfère toujours dans cette discussion aux fresques d'Herculanum. Pour parler comme lui, bien que ce ton ne m'aille sans doute pas aussi bien, je ne l'aime pas non plus, mais pour des raisons bien différentes. Pour Klotz, c'est parce que l'art antique n'était indéniablement plus à son apogée lorsque furent peintes les fresques d'Herculanum. Pour moi, parce que malgré ce déclin, il se peut fort bien que les maîtres des fresques d'Herculanum aient mieux connu la perspective que ceux de l'époque à laquelle nous pensons de préférence lorsque nous parlons de l'art antique. Car la perspective n'est pas affaire de génie. Elle repose sur des règles et sur des procédés qui, une fois connus et fixés, peuvent être aussi bien suivis et appliqués par un incapable que par le plus grand génie. Mais si Klotz n'aime pas que nous nous référions aux fresques d'Herculanum, à quelle peinture veut-il que nous le fassions? Aucune des peintures antiques conservées ne date de la meilleure époque de l'art. Nous devons donc y renoncer et nous référer aux descriptions que les écrits des anciens nous ont laissées de certains des ouvrages les plus célèbres de cette époque. C'est pourquoi j'avais choisi dans le Laocoon les descriptions qu'a laissées Pausanias des deux grandes peintures de Polygnote dans la Leskée de Delphes, et j'estimais que ces peintures étaient manifestement dépourvues de perspective. J'apprends par Klotz que l'une d'elles a été en quelque sorte ressuscitée de nos jours. Je ne sais laquelle, je ne possède que les premiers volumes de l'ouvrage auquel il me renvoie, et je me trouve en ce moment dans un endroit où je ne peux guère consulter que les livres de ma bibliothèque. Mais que ce soit l'une ou l'autre, si l'œuvre ressuscitée est dotée de perspective, ce n'est certainement plus la peinture de Polygnote, mais une autre de sujet à peu près semblable. La principale faute de perspective que j'ai trouvée dans ces peintures de Polygnote est claire et irréfutable. Pour caser ces nombreuses figures, Polygnote avait pris un point de vue très élevé qui permettait de voir tout l'espace depuis le bord de la mer où se trouvait le navire de Ménélas jusqu'à l'intérieur de la ville dévastée. Mais il ne l'avait adopté que pour la scène et non pour les personnages, surtout ceux du premier plan qui devraient apparaître considérés d'un point de vue aussi élevé, très déformés par un raccourci violent, ce qui les aurait complètement privés de beauté et aurait beaucoup nui à la force de l'expression. L'artiste s'en écarta donc et dessina les figures selon un point de vue naturel, à peu près à hauteur d'homme, et qui plus est, il n'observa pas pour les figures éloignées le parti qu'il avait adopté.
pour les figures du premier plan, car le plan de base était déterminé par le point de vue très élevé. Les figures qui devaient être placées les unes derrière les autres apparaissaient les unes au-dessus des autres. Ainsi, les figures lointaines et supérieures, s'il fallait les peindre selon le point de vue adopté pour celles du premier plan, auraient semblé décalées et raccourcies de bas en haut, et le plan de base aurait paru s'élever au lieu d'être horizontal et fuyant en perspective vers la profondeur. L'artiste avait donc adopté pour chaque figure, pour chaque groupe, un point de vue différent au niveau de leur hauteur naturelle respective. Autrement dit, il les peignit tout comme si nous étions trouvés juste à leur niveau, alors que nous devrions les voir toutes d'en haut. Il est difficile de s'expliquer clairement sur ces choses sans devenir prolixe, mais si prolixe soit-on, certaines personnes ne nous comprendront jamais. Celles, j'entends, qui sont dépourvues des premières notions du sujet discuté. Or, en matière de perspective, Klotz est de ce nombre. Il n'en connaît même pas la terminologie. La perspective ordinaire des anciens, dit-il, est celle que nous appelons perspective militaire, de haut en bas. Toute perspective plongeante n'est pas militaire, car celle-ci respecte constamment les vraies proportions des objets et ne diminue rien malgré l'éloignement. La perspective militaire n'est donc nullement, à vrai dire, une perspective, mais un simple artifice pour nous mettre devant les yeux certains objets qui autrement nous seraient invisibles, et pour les représenter selon leur réalité, non selon leur apparence. Dire que les anciens avaient pour perspective habituelle la perspective militaire, c'est simplement leur refuser l'usage habituel de toute perspective quelconque. Pour que la perspective plongeante en soit vraiment une, il faut que tout et chaque chose soit diminué, raccourci et déformé par rapport à la hauteur et distance du point de vue, ce qui n'est pas le cas de la perspective militaire, et ne l'était pas non plus dans les peintures de Polignotte. Et sans doute n'était-ce pas plus celui des Monet que cite Klotz pour prouver combien les anciens s'entendaient en ce qu'il appelle, lui, la perspective militaire. Je ne veux même pas prendre la peine de les regarder. Il ajoute néanmoins sur le ton qui lui est propre, ces preuves ne devraient-elles pas faire cesser les éternels reproches faits aux anciens par leur ignorance de la perspective? Non, elles ne le devraient pas, mais Klotz devrait d'abord apprendre que c'est la perspective avant d'adopter un ton aussi tranchant. Les anciens, continue-t-il, ont montré en même temps le plan de leurs édifices, et s'ils avaient voulu adopter un point de vue trop exact, ils auraient dû trop accentuer le relief. S'ils avaient maintenu le bas-relief, la monnaie aurait paru sans goût, gothique ou semblable à nos monnaies modernes. Parfait, parfait. Crispin ne pouvait pas faire un usage plus absurde du jargon de l'art. Dans la comédie, où il se fait passer pour un peintre, les anciens ont montré en même temps le plan de leurs édifices. Comment en même temps? En même temps que l'extérieur. Comment s'y prenait-il? Dessinait-il le plan à côté de l'élévation, comme nous dans nos épures d'architectes? Ou comment? S'ils avaient voulu prendre un point de vue trop exact, que signifie prendre un point de vue trop exact? Est-ce se tenir trop exactement à l'unité du point de vue? Ou quoi d'autre? Ils auraient dû trop accentuer le relief. Quel rapport y a-t-il entre le point de vue et le relief? Le point de vue détermine-t-il la hauteur ou l'aplatissement du relief? S'il avait maintenu le bas-relief, eh bien, que serait-il arrivé? La monnaie aurait paru sans goût, gothique ou semblable aux monnaies modernes. Ô logique, ô muse, un homme qui fait de ces déductions ose parler d'art. Une monnaie de bas-relief est-elle donc nécessairement sans goût et gothique? N'est-il donc pas possible de nous montrer dans un bas-relief autant de choses que dans un haut-relief? Et un bas-relief ne peut-il avoir autant ou plus de valeur artistique qu'un haut-relief? Ô logique, ô muse, cet homme a vu les arbres, mais pas la forêt, où on préfère le haut-relief sur les monnaies parce que ce sont des monnaies et qu'elles s'usent beaucoup en circulant. Or, il en conclut que le bas-relief en général est sans goût et gothique. Ô logique, ô muse. 9e lettre.